Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Ravi de vous retrouver. Excellent réveil. Bienvenue dans votre magazine matinal. Bienvenue sur Canal. Bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Et ce matin, sur le plateau, il y en a une qui fait son grand retour. Il s'agit de Hafida Sihem Ansel. Elle est sage-femme, rappelez-vous. Elle était passée avec nous il y a quelques semaines, voire quelques mois, pour nous parler de certains sujets liés à la naissance, liés à la grossesse, liés à l'accouchement aussi. Et ça tombe très bien, aujourd'hui elle revient sur l'allaitement avec Hafida Ansel, je vous en dis pas plus, elle développera sa thématique en ouverture de cette émission. Aussi, ce matin, elle s'appelle Aïda Kone Diallo, elle est directrice des droits d'auteur et des droits voisins au Mali, dans ce pays voisin. C'est à l'occasion donc de cet événement, c'est le salon de la créativité qui se déroule au Palais de la Culture, on disait Kalia. Elle viendra nous parler de l'expérience malienne et du déroulé de ces premiers jours de cette nouvelle édition du Salon international de la créativité, des valeurs à partager, 4e édition. Yasmine Terki, elle aussi, elle fait son retour dans l'émission. Yasmine Terki, commissaire du festival Architer. Elle aura l'occasion de nous parler aujourd'hui d'Architer 2018. On prendra des nouvelles du Cap-Terre également. On parlera de l'architecture de terre. On reviendra sur son quotidien à elle. Et ce sera dans cette matinale aujourd'hui. Mehdi Bentayeb, il est artiste. Il sort son nouvel album. On va le découvrir ensemble. Elle s'appelle Maya Amrani. Elle reçoit aujourd'hui Hiba Agel, qui est styliste. C'est les nouvelles tendances. Et on finira avec qui? Avec Hakim Kesholoud, qui évidemment, comme tous les week-ends, nous parle de sport. Bienvenue chez vous. Bienvenue dans la matinale. N'hésitez pas à nous écrire sur nos pages, sur Canal Algérie tout court, ou sinon, @Mahrez Rabia. Sans plus tarder, c'est la météo et c'est présenté ce matin par Félix Cher. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Bonjour à tous, excellent réveil, ravi de vous retrouver. Bien aujourd'hui, le soleil s'imposera largement, le temps s'annonce relativement chaud, notamment à l'intérieur du pays. Pour commencer, la carte prévue pour cette matinée, donc, après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil s'imposera largement. On notera un temps variable à l'intérieur centre et est avec une activité pluvio-orageuse. Un temps voilé à l'ouest, une activité orageuse aussi est prévue en fin de journée. Au sud-ouest, au nord-Sahara, à signaler un temps venteux avec des soulèvements de sable sur la majeure partie des régions sahariennes. Les températures prévues donc pour cet après-midi, il fera chaud, le temps s'annonce relativement chaud à l'intérieur du pays avec 26 degrés à Tlemcen, 25 à Alger, Oran, Sétif, 20 degrés à Betna, 24 à Guelma, 19 pour Annabas Kikda, 32 à Gardea, 31 degrés à Bécha, 32 aussi pour Tindouf, Taman Rasset, Janet, entre 32 et 37 au Sahara central et c'est toujours vers l'extrême sud qu'il fera le plus chaud avec 41 degrés à Bouj Mokhtar et Angzam. Place à présent au continent européen. Et bien aujourd'hui en Europe, le soleil s'imposera largement. À noter un temps variable à Lisbonne, à Madrid, à Dublin aussi, Bucarest. Ailleurs, rien à signaler, excepté quelques faibles pluies à Prague. Côté température, 22 à Varsovie, 24 à Prague, 23 Budapest, 26 à Rome, 28 à Paris, 24 à Marseille et enfin 20 degrés sous un ciel variable à Lisbonne. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 19h26 et les nouvelles du ciel continuent sur le site les3w.meteo.dz. Je vous remercie pour votre attention. Excellente matinée encore une fois et à tout à l'heure. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Et dans quelques instants, Hafida Ansel sera là sur le plateau. Elle est sage-femme, elle va parler de l'allaitement. Mais juste avant, cette semaine, l'actualité était marquée également par le 16 avril, la journée du savoir. Et ce matin, c'est avec Badia Amarni qu'on va à la découverte d'une journée organisée entre deux écoles privées et publiques pour célébrer la journée du savoir. C'est parti avec elle, on se retrouve juste après. L'ambiance était au rendez-vous pour célébrer la journée du savoir. Un jumelage entre deux écoles, de Dararia et de Bentalha, a permis de rapprocher les enfants pendant 10 jours pour préparer ensemble cette fête. On a jumelé les deux écoles, Bentalha et Dararia, pour fêter la fête
de 16 avril, pour voir le niveau des enfants, pour voir le niveau social aussi avec les parents. L'école Ben Talha avec Dararia, ça rend les enfants heureux et ça fait extrêmement plaisir. C'est la fête de 16 avril. Je fais une fête. حنقدموا الشعب الجزائري مسلمون والنشيد الوطني وأغنية كوم ان enfant. الشعب الجزائري مسلمون. الشعب الجزائري مسلمون. الشعب الجزائري مسلمون. شاهد الغروب لكن الفجر من قال هذا عن أصله أو قال مات فقد كذب. Ces enfants ont su mettre en valeur ce qu'ils ont appris, dessinant ainsi de beaux tableaux artistiques. Voilà, la célébration du 16 avril, c'était avec Badia Amarni qui nous parlait donc de ces deux écoles qui se sont rencontrées pour célébrer ensemble la journée du savoir. Et en parlant de savoir, on va parler alors, bah oui, ça colle bien en même temps. Même si je cherche un peu la transition entre les deux, mais le savoir, c'est aussi maîtriser certains matériaux, c'est aussi maîtriser les matériaux qui font partie du patrimoine. Et avec nous ce matin sur le plateau, nous avons Yasmine Terki, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Commissaire du festival Architer, on en parle aujourd'hui, ça débute demain. Absolument. Ah bah oui, c'est du 22 au 26. C'est à l'occasion du Batimatek, enfin c'est fait pendant le Batimatek, Totalement. mais on va y revenir dans quelques instants. Moi je commencerai d'abord par le sud, comment va le sud, comment va le Capter? Oui, je porte bien, le Captain et le Sud vont bien, on avance doucement mais sûrement, voilà. C'est comme ça qu'on envisage nous les choses, on bâtit grain à grain, donc le Captain est en train de se construire et ça me va très bien. Et aujourd'hui on va parler d'Architer, qui là, vous êtes un peu inquiète par rapport à l'avenir, même si aujourd'hui on est là pour célébrer l'arrivée de cette nouvelle édition. Chaque édition qui se maintient, qui existe encore, on devrait la saluer et la célébrer. Vous le faites en tout cas, mais en même temps vous vous inquiétez pour l'avenir, pour Architer. Oui, en effet, on s'inquiète parce que, à l'allure où on va, je crois qu'on risque d'être aujourd'hui en train de présenter la dernière édition d'Architer. Il faut savoir que nous n'avons pas réussi, malheureusement, depuis 2015, à obtenir le financement du ministère de la Culture, alors que nous sommes une institution du ministère de la Culture. Cette année encore, grâce au sponsoring de Batimatek, parce qu'il nous sponsorise, ainsi qu'à celui de l'Institut français d'Algérie, donc je tiens à remercier nos deux sponsors, nous avons encore réussi à monter une micro-édition de ce festival, mais malheureusement, ça risque fort d'être la dernière si nous ne trouvons pas de solution pour être financé. Alors, juste pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce qu'Architer, est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'aventure Architer et en quoi consiste Alors, je vous explique. En fait, Architer, donc, c'est une aventure qui commence dès 2010. On a fait un numéro 0 de ce festival en 2010. Il s'agissait en fait tout simplement d'aller travailler avec les futurs acteurs du bâtiment et de la préservation du patrimoine pour les sensibiliser à la question de la préservation du patrimoine bâti en terre. En Algérie, on a un patrimoine énorme bâti en terre. Et donc, on a décidé de travailler avec les futurs architectes et les futurs ingénieurs de manière à faire en sorte que demain, ils aient la sensibilité nécessaire pour œuvrer à la préservation de notre patrimoine. C'est ça donc Architer, on a fait un numéro 0 en 2010 et puis en 2012 on a réussi à faire institutionnaliser ce festival qui a été donc financé par le ministère de la Culture de 2012 à 2015. Donc on a fait comme ça 4 éditions et voilà, depuis 2015 malheureusement il peine, mais bon voilà, on se bat. On continue à faire en sorte, même à travers une micro-édition, de continuer à sensibiliser les étudiants. Ce qui est vraiment dommage, c'est que dans les éditions traditionnelles d'Architer, on recevait chaque année un enseignant et 3 étudiants de tous les départements d'architecture et de génie civil du pays. Et donc c'était vraiment une action de sensibilisation à très grande échelle. Aujourd'hui, on en est réduit à recevoir exclusivement les étudiants de première année de l'EPO, donc de l'école d'architecture d'Alger. C'est déjà bien. On a également à Batimatek, et ça c'est un avantage majeur, tout le public des professionnels du bâtiment. Donc ça c'est très bien. Mais ça reste vraiment une action extrêmement réduite par rapport à ce qu'était la volonté première au moment de la création de ce festival. Et tout cela par manque de moyens.
Absolument, tout ça par manque de moyens. Il faut comprendre en fait une chose très simple, c'est que dans les études, qu'elles soient d'architecture ou d'ingénierie, les étudiants n'apprennent que les techniques de construction en matériaux industriels. Et donc le patrimoine étant exclusivement bâti chez nous et ailleurs, en matériaux locaux, quand ils arrivent sur le terrain du travail, ils seront dans l'incapacité totale, réelle, de prendre en charge ce patrimoine. Et Architer œuvrait justement à faire en sorte de leur donner envie d'aller se spécialiser dans les matériaux locaux de manière à ce qu'ils puissent assumer leurs responsabilités, parce que pour moi c'est réellement une responsabilité pour un architecte ou pour un ingénieur, celle d'œuvrer à faire en sorte que ce patrimoine qui nous a été transmis par les générations passées, nous soyons en mesure de le transmettre aux générations futures. Alors, pour cette édition, que va-t-il se passer durant les 4-5 prochains jours? Alors, il y a 4 activités majeures, en fait, 4 activités tout court, en réalité, d'ailleurs. Il va y avoir des ateliers d'initiation aux techniques majeures de construction en terre. Cette année, un atelier bloc de terre comprimé, un atelier arc-voûte dôme en terre, auquel on ajoute un atelier pisé. Le pisé, c'est une technique de construction en terre qui est en fait l'ancêtre du béton armé. On met de la terre dans des coffrages et puis on dame cette terre. Et l'avantage, c'est qu'au lieu d'attendre 28 jours pour décoffrer, on décoffre à la minute dès qu'on a fini de damer. Ça, c'est extraordinaire. Donc, il y a un atelier pisé. Il va également y avoir l'exposition qu'on avait déjà montrée l'an dernier, l'exposition architecture en terre d'aujourd'hui, qui montre les 40 finalistes du Terra Award, qui est le prix mondial de la construction en terre contemporaine. Il y aura également, on va diffuser en boucle un film, la conférence inaugurale d'une exposition importante sur les architectures de terre qui a été réalisée à Paris, qui s'appelle l'exposition Terre de Paris, de la matière aux matériaux. Donc là, on va diffuser cette conférence inaugurale. Et puis, finalement, on aura également, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit exposition, j'ai dit atelier, j'ai dit... Ah oui, finalement, on aura donc mercredi 25 une demi-journée d'information autour des architectures de terre avec l'intervention d'experts internationaux sur la question des potentialités des potentialités de la filière terre, de développement de la filière terre en Algérie. Voilà en gros donc les actions que nous allons mener pendant cette édition du festival. Y a-t-il des exposants dans votre exposition? Exposition. Ouais, je retravaille la question. Mais alors, il va y avoir... Vous avez beaucoup parlé des ateliers, vous avez parlé d'initiation, vous avez parlé je dirais pas d'exposé, mais de ce qui va être présenté... Qui va être présenté sur les techniques et autres. Et vous avez parlé aussi sur cette exposition qui s'est déroulée aussi. Mais y a-t-il des personnes qui seront présentes, qui vont exposer quelque chose, qui vont fabriquer quelque chose en même temps? Oui, évidemment. Déjà sur les ateliers, on a des experts qui interviennent donc pour animer ces ateliers. Donc ils seront là pour expliquer les techniques, etc. Au grand public. Et puis également sur la demi-journée de conférence, ce seront des experts internationaux qui travaillent. Cette année, on axe essentiellement sur les producteurs de matériaux à base de terre et de machines pour travailler la terre. Et ils seront là, oui, effectivement, pour répondre aux questions du public. Voilà. L'exposition, c'est du 22 au 26 avril prochain. C'est en marge du Batimatech. C'est d'ailleurs sponsorisé. Et si cette nouvelle édition a pu voir le jour, verra le jour à partir de demain, c'est aussi grâce au sponsoring notamment sur l'aspect financier en tout cas de l'Institut français et surtout du Batimatech. Vous êtes un peu inquiète pour les éditions futures. Avez-vous essayé d'aller vers les opérateurs économiques privés? Oui. Qui, pour se donner bonne conscience, quelquefois financent ces opérations, des expos et des thématiques qui vont à l'encontre de ce que font eux-mêmes dans la réalité. Vous savez, malheureusement... Je parle de Lafarge et autres. Oui, oui. Alors, pour ne parler que d'eux, oui, effectivement, j'ai été contacté par eux il y a quelques années, mais enfin, il s'est avéré que non, il n'y avait aucun intérêt. Je veux dire, ils en tirent énormément de bénéfices, mais en même temps, ils sont prêts à donner des microfinancements. Donc, pour nous, ça n'a absolument aucun intérêt de les associer à notre
notre image. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de culture du mécénat culturel. Aujourd'hui, les mécènes tiennent absolument à ce que leur image soit énormément exposée pour pouvoir donner un peu d'argent. Évidemment, quand on parle patrimoine, ils considèrent que leur image ne sera pas suffisamment mise en avant. Donc aujourd'hui, trouver des mécènes sur la culture, c'est encore très compliqué. La culture du mécénat culturel n'est pas encore en place en Algérie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut construire. Mais on ne peut pas arrêter de financer comme ça des institutions publiques qui sont des institutions qui ont réellement des missions de service public. Moi, je considère qu'Architer a réellement une mission de service public. Il s'agit de l'unique festival qui travaille à promouvoir le patrimoine bâti en terre, qui constitue la majorité du patrimoine en Algérie. Donc c'est vraiment une mission de service public. On ne peut pas arrêter comme ça d'un coup. On peut mettre en place une stratégie de manière à faire en sorte qu'à moyen ou long terme, le mécénat culturel soit suffisamment développé pour prendre en charge ce type de mission. Mais aujourd'hui, on ne peut pas arrêter à mes yeux, on ne peut pas arrêter de financer ce type d'institution. Une migration est-elle possible entre la culture et l'habitat ? C'est-à-dire une migration. C'est-à-dire faire passer le festival de la Coupe du ministère de la Culture à celui du ministère de l'Habitat. Vous savez, il ne s'agit pas de le faire passer du ministère de la Culture au ministère de l'Habitat. Le patrimoine est une production éminemment culturelle et donc il est évident qu'elle dépend du ministère de la Culture. Ensuite, Batimatech est un salon qui dépend du ministère de l'Habitat. Donc voilà, il est certain que sur les questions culturelles, l'intersectorialité est absolument indispensable. Que ce soit le ministère de l'Habitat, que ce soit le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur. Vous voyez, on fait venir les étudiants, on faisait venir les étudiants de tous les départements d'architecture et de génie civil et leurs enseignants de tout le pays. Donc voilà, l'intersectorialité est absolument indispensable et on tente d'y parvenir. Mais en même temps, il est certain que c'est un festival qui doit continuer à dépendre du ministère de la Culture. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. On va célébrer en tout cas cette nouvelle édition. Ce sera à partir de demain, du 22 au 26 avril. Ça se passe à la Safex d'ailleurs, au Batimatech. Vous êtes de quel côté ? On est au niveau de la salle Maachi. Donc voilà, j'invite tout le monde à venir sur les ateliers et puis à venir le 25 sur les ateliers, voir l'exposition, et puis à venir le 25 à partir de 10h30 à la journée de conférence. Voilà. Merci Yasmine Terki, merci d'avoir été parmi nous. En tout cas, on vous souhaite une excellente exposition et un excellent salon par la même occasion, et en espérant vous revoir très prochainement avec de très bonnes nouvelles concernant Architer. Et de très bonnes nouvelles aussi concernant Capter. Merci encore. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Ça tombe très bien. On va parler des droits d'auteur et des droits voisins. C'est à suivre dans la matinale avec Aïda Koné Diallo. Elle est directrice des droits d'auteur et des droits voisins au Mali. Nous parlerons également de naissance, de grossesse et d'allaitement, surtout ce matin avec Hafida Ansel. On enchaînera tout à l'heure avec Mehdi Ben Tayeb, avec Maya Amrani, avec Hiba Agal et Hakim Keshroud. La matinale continue avec Taoussaïd Hamouda qui nous parle de la 4e édition du Salon international de la créativité. Ça se passe au Palais de la Culture. Le 4e Salon international de la créativité s'est ouvert ce mardi au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Organisé par l'Office national des droits d'auteur, ce salon a pour ambition de promouvoir l'art. Il accueille pour la première fois des créateurs de pays africains et des représentants des droits d'auteur de différents pays. Cette 4e édition a pour thème des valeurs à partager. Des valeurs à partager parce que notre salon international de créativité est principalement un espace de partage. C'est un espace où plusieurs pays, plusieurs expériences se rencontrent ici. Il y a des échanges et donc les valeurs que nous partageons, c'est des valeurs qui concernent la créativité, les jeunes talents, et c'est toutes les expériences en matière de littérature, en matière d'expression artistique, sur les arts plastiques, sur le cinéma. Cette 4e édition s'est dotée d'une aura internationale afin de bannir les frontières qui peuvent exister entre les acteurs indépendants et les acteurs institutionnels du domaine artistique. C'est premièrement une vitrine. Ces artistes qui ont l'habitude
de participer au Salon national auront aujourd'hui la possibilité d'être connus, de montrer leurs expériences à d'autres pays. Et des contacts se sont déjà noués hier. Des contacts se sont noués avec des pays africains, avec des pays européens. C'est notre première participation de façon officielle à l'exposition, donc au salon. Et notre mission en tant que Buruda, donc c'est de représenter les artistes. Donc c'est une société d'auteurs. Et donc de percevoir pour le compte des artistes les droits, de leur répartir, mais également de défendre leurs intérêts. En marge de ce salon, le prix Myriam Makeba sera décerné pour la première fois à Alger le 14 décembre prochain aux meilleurs créateurs africains, toutes disciplines artistiques confondues. L'année dernière, il y a eu une réunion des droits d'auteur africains à Alger, organisée par le CISAC et par l'ONDA. Et là, le ministre de la Culture, M. Azmi Mouroubi, a annoncé que la journée du 14 septembre, puisque ça s'est passé au moment de début septembre, serait la journée Myriam Makeba. Et qu'à cette occasion, on décernerait chaque année un prix Myriam Makeba pour un artiste ou une institution culturelle africaine qu'on va distinguer. Le 4e Salon international de la créativité prendra fin le 21 avril. Au programme, projection de films, expositions, concerts et des conférences sur le défi de la programmation artistique et les jeunes créateurs dans le cinéma algérien. Et ça continue, ça se passe au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Elle est là pour nous en parler ce matin. Aïda Koné Diallo, bienvenue à vous. Merci. Vous êtes à la tête des droits d'auteur et des droits voisins au Mali. Exactement. C'est votre 4e venue en Algérie. Oui. Vous avez pris part à plusieurs événements liés à la question des droits d'auteur et des droits voisins. Tout à fait. Aujourd'hui, vous représentez le pays invité d'honneur. Oui. Comment se passe ce salon en toute franchise, Madame Aïda Koné Diallo? Ok, je vous remercie très sincèrement de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur cette grande télévision algérienne. Et mes premiers mots d'abord sont des mots de remerciement à tous les peuples algériens qui a choisi le Mali comme pays invité d'honneur. J'étais là nous sommes là depuis le 16. Mon ministre a honoré sa présence et c'est une fierté pour nous. D'abord, le salon quitte les salons nationaux pour devenir international et le Mali se trouve être l'arène de ces salons. Donc c'est une fierté, une immense joie qui nous anime d'être là aujourd'hui pour partager des valeurs, comme l'a si bien dit Londa, pour partager des valeurs. Alors que tous les peuples algériens soient remerciés, nous avons honoré de notre présence et voilà, la fête est belle, nous y sommes. On y est effectivement et on est à la veille de la clôture de cette 4e édition. On est à la veille de la clôture en ce 18, on est 21. Ah non, c'est aujourd'hui, on est le 21. Le 21. Exact. On est le jour de clôture en fait. Oui. On est le jour de clôture. À cette occasion, au jardin du Palais de la Culture, vous avez Pigeon Voyageur, Afrique PVA. Oui. Ok. Ouled Haja Marnia. Ok, 19h, Auditorium Freakland, Raina Rai et Amar Sandi. Amar Sandi, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de voir l'autre théâtre. Et puis, il y a eu des artistes qui ont défilé à l'occasion de cette 4e édition. Le Mali a participé avec... Nous avons participé... Parce que vous avez 3 stands, hein, si je me trompe. Oui, nous avons 3 stands parce que nous sommes le pays invité d'honneur. Ce qui est énorme. Nous avons les stands d'honneur d'abord. Ensuite, il y a eu un stand qui a été réservé au Bureau malien du droit d'auteur. Oui. Permettez-moi de vous parler un peu très rapidement des missions qui nous sont assignées. Le Bureau malien du droit d'auteur, c'est un établissement public à caractère professionnel qui est doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion financière. À ce titre, quelles sont nos missions? Nous avons pour mission de percevoir pour le compte des auteurs et de procéder à la répartition des droits. Oui. Alors, nous percevons auprès des utilisateurs, que ce soit les grands utilisateurs. Les grands utilisateurs, nous entendons par là les sociétés de téléphonie mobile, nous entendons par là les organismes de radiodiffusion et de télévision, nous entendons également par là... et plusieurs autres. Alors, nous percevons auprès des utilisateurs, des grands utilisateurs et auprès des
petits utilisateurs, pour tous ceux qui utilisent les œuvres littéraires et artistiques à des fins commerciales. Ouais. Le Mali a participé activement avec la présence de plusieurs créateurs. Nous sommes venus avec des auteurs littéraires parce que nous nous sommes dit que nous sommes à l'approche du 26 mars et du 26 avril. Ouais. Journée mondiale de la propriété intellectuelle qui est célébrée un peu partout dans le monde et le thème cette année c'est femmes moteurs du changement. Nous nous sommes dit qu'il faille mettre un accent particulier sur l'écriture parce que c'est cette écriture qui nous permet de révolutionner le monde. C'est cette écriture qui nous permet de faire l'interconnexion mondiale. Alors nous sommes venus avec plusieurs œuvres littéraires et artistiques. Nous sommes venus avec des cassettes et des artistes de renommée internationale comme Salif Keita, Oumou Sankaré, Ali Farka Touré et j'en passe. Alors, le Mali a participé et le Mali participe de façon efficace avec la présence aussi de l'artisanat. L'artisanat dispose d'un stand dont plusieurs produits culturels sont exposés dans ces stands. Et c'est l'occasion pour nous de partager notre culture, de revaloriser notre culture et de venir à la rencontre, de se donner et du rendez-vous. Parce que ces salons, ça permet d'échanger, ça permet de partager et c'est une grande retrouvaille pour les grands acteurs et pour nous aussi qui évoluons dans les domaines du droit d'auteur, de se retrouver, d'échanger et de prévoir, de projeter des perspectives pour l'avenir. Et je crois que ce salon a été l'occasion idéale de beaucoup échanger avec nos partenaires, les partenaires de la CISAC, la Confédération internationale des sociétés d'auteurs-compositeurs. La SACEM était également au rendez-vous. Nous avons eu beaucoup d'échanges. La SACEM, ça concerne la France seulement? Non, pas seulement que la France, parce que en matière de droit d'auteur, nous avons... Bon, il n'y a pas de frontières parce qu'on doit aller à la défense de l'ensemble des œuvres qui viennent du pays. Autant les œuvres traversent les frontières, autant nous avons eu cette magnifique idée de mettre sur place des accords de réciprocité. Autant je ne suis pas en Algérie pour défendre les droits des artistes maliens, l'ONDA, l'Office national du droit d'auteur et des droits voisins, est là pour percevoir au compte et au nom des auteurs maliens qui ne sont pas là, mais qui ont... Ce qu'on retiendra, madame, c'est que vous êtes venue avec surtout une vision sur les droits d'auteur, sur la création et sur le devenir d'un peuple. Vous avez dit le livre avant tout, et ça c'est ce qu'on retiendra. Vous n'êtes pas non plus que dans les danses, c'est le folklore et la musique. Comment se porte le respect des droits d'auteur au Mali, vous qui êtes à la tête de cet organisme, de cette institution? Alors, l'une des missions fondamentales du Bureau malien du droit d'auteur, c'est aussi la défense des intérêts matériels, moraux et la lutte contre le piratage. Oui, nous luttons contre le piratage. Et j'ai eu la chance de rencontrer la police algérienne qui milite également pour la défense de ces droits d'auteur. Et au Mali, nous avons mis un accent particulier sur la lutte contre la piraterie. Et à cet effet, il y a la police qui nous accompagne, la gendarmerie et la garde. Et je me suis inspirée de l'expérience algérienne. Parce que comme je vous l'ai si bien dit, ce salon, c'est un salon de retrouvailles, un salon d'échange, un salon de partage. Nous voulons partager l'expérience algérienne. Comment est-ce qu'ils militent en matière de défense des droits d'auteur pour aller à peu près faire la même chose chez nous. Alors, et aussi, ils sont venus visiter les stands parce que nous n'avons pas les mêmes approches, même si c'est le même but, mais nous n'avons pas les mêmes approches. Ils sont venus visiter les stands pour voir l'hologramme. Nous disposons d'un hologramme pour authentifier les œuvres maliennes. Donc, ils sont venus aussi s'inspirer de cette expérience. Moi, je pense que c'est une belle expérience à partager et nous avons eu la chance d'être là. Je pense que nous allons être l'un à côté de l'autre pour pouvoir profiter efficacement de nos belles expériences. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Nous vous souhaitons beaucoup de succès, un excellent séjour chez vous ici en Algérie. Merci et très merci. Mes mots de remerciement sont au peuple algérien qui a voulu que ce salon soit et le salon est. Et nous espérons que le salon sera. Je vous remercie. Et il continuera à l'être. Merci encore. Merci d'avoir été là. Merci. Je rappelle, c'était Aïda Koné Diallo. Elle est responsable des droits d'auteur et des droits voisins. Et directrice des droits d'auteur et des droits voisins au Mali. Et le Mali est l'invité d'honneur de ce salon. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas encore
eu l'occasion d'aller faire un tour, c'est aujourd'hui la clôture. Vous avez encore jusqu'à 20h. Alors, je disais tout à l'heure, question musique, c'est Freaklen, Raina Rai et Amar Sandy à 19h à l'auditorium. Sinon, question cinéma, à 17h, vous avez Ferrassier Rond-Point de Hassan Farhani. Et maintenant, ils peuvent venir de Salam Brahimi. Et sinon, vous avez sur d'autres questions aujourd'hui, par exemple, à 10h, les défis de la programmation artistique. C'est dans la catégorie conférence. Et à 14h, c'est les jeunes créateurs dans le cinéma algérien. Et l'événement se déroule au Palais de la Culture. C'est l'occasion de célébrer les 45 ans également de l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins. Camarades, dans quelques instants, on va parler de l'allaitement avec notre spécialiste maison. Elle s'appelle Hafida Sihem Ansel, elle est sage-femme. Elle partage son expérience, prodigue des conseils. Ça va se passer ici sur ce plateau, juste après ce reportage de Sihem Kenouch sur Qasr El Rassoul, qui se trouve à Al-Bayed. Alors du coup, non. On va plutôt voir une bande-annonce. C'est parti avec la bande-annonce, on se retrouve juste après. Après, on verra le reportage de Sihem Kenouch, rassurez-vous. Allez, c'est la... Ça fait un moment qu'on vous a pas vu. J'étais pas en vacances, je travaillais, mais je suis ravie d'être parmi vous. J'adore. Oui, je n'étais pas en vacances. Mais non. Alors, tu remarques toutes les gars. C'est comme hier, Ok. on me dit bonnes vacances. Je ne suis pas en vacances, je suis à Quand vous Alger. venez en Algérie, c'est pas les vacances. Ben non, parce que je fais un aller-retour assez rapide, donc bonjour déjà. Je repars après-demain. Ouais, c'est ça. C'est dur, hein, serré. Mais avec c'est le pas décalage grave. horaire et tout. L'important, c'est que la rubrique rapporte. Voilà, enfin, rapporte pas financièrement, mais. Oui, en termes de savoir, en termes de partage de Et connaissances. en ben, termes c'est de- tout. Voilà, c'est pour ça Ouais. que je fais tous ces efforts-là et c'est important pour moi. Allez, Allez, on y Madame Ansel, c'est un plaisir de vous voir. Merci. Nous vous saluons votre retour. Et avec vous, aujourd'hui, on va parler de l'allaitement. Maternelle. Forcément. Oui, il existe un autre type. J'imagine que. Il y a allaitement maternel et allaitement artificiel. Donc je ferai le parallèle des deux parce que c'est quand même assez important.
Artificiel. Est-ce qu'on pourrait commencer par ça, tiens? Non, parce que le but, c'est de parler de l'allaitement maternel aujourd'hui. Oui, Pourquoi? mais juste de savoir, c'est quoi l'allaitement artificiel? Ben, c'est le biberon, et puis c'est la poudre et l'eau que vous mélangez, alors que l'allaitement maternel, tout est prêt, tout est prêt à la consommation. Voilà. On va parler des premiers jours. Ben, le premier jour, en fait, oui, je voulais les premiers jours parce que pendant la grossesse, il faut savoir que l'allaitement se prépare. Hein. Oui. On a des hormones qui font que dès 2 mois de grossesse, l'enclenchement de l'allaitement s'installe. Et à 6 mois, on sait que on a déjà le lait prêt à consommer. Alors les premiers jours, c'est quoi? C'est une fois que vous avez accouché, sachez que vous avez ce qu'on appelle le colostrum. Le colostrum, c'est quoi? Est-ce que vous savez, monsieur Mahrez? Non, j'ai pas encore eu de sein dans ma vie, mais je vous le dirai peut-être. On n'a pas besoin d'avoir de sein pour parler d'allaitement, excusez-moi. Hein, non, mais quand vous dites colostrum, c'est... Le colostrum. Eh ben, oui. Sachez, mesdames, que le colostrum, c'est simplement le premier lait. Le premier lait qui est vraiment pendant 48 heures. C'est la première alimentation de votre enfant. Oui. C'est ce que vous lui donnez. C'est mais très peu, mais très très riche. Parce que souvent, les femmes, elles s'inquiètent, elles disent, mais il n'y a rien du tout. Alors, mesdames, cette petite quantité fait que ça va enclencher l'allaitement. Et enclencher l'allaitement en donnant tout un... Parce que le colostrum, c'est même... La quantité petite, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de vitamines, beaucoup d'anticorps surtout, ce qui fait que ça protège déjà votre enfant. Ça, c'est pendant 48 heures. Une fois 48 heures passées, on aura ce qu'on appelle la montée de lait. Donc, Dame Nature est très très bien faite. Hein. La montée de lait, c'est quoi, à votre avis? Je vous pose des questions parce que c'est important. Alors, et moi, je suis en train de réfléchir à votre place sur autre chose, parce que c'est important aussi. À quel moment vous voulez vos images, juste pour savoir? Moi, je fais la présentation à la carte. Hein. Alors, super. Donc, dans ce cas-là, on peut déjà la mettre maintenant. Comme ça, ce serait sympa de montrer que... Et on revient à votre question. Oui, et ça va aller ensemble, comme ça je pourrais poser la question. Alors là, j'ai choisi cette image parce que c'est très très important. C'est simplement pour voir qu'il y a une symbiose entre la maman et le bébé et qu'il y a 2 hormones. Donc ces 2 fameuses hormones dont je vous parlais, qui est la prolactine et l'ocytocine. Alors ces 2 hormones, la prolactine, elle, qui est au niveau de la post-hypophyse, les deux de toute façon, font qu'une fois que votre bébé bien installé est au sein, mais qu'est-ce qui se passe? Il va stimuler. Et la stimulation va faire, si on peut avoir l'image, il stimule, hop, ça donne vraiment un petit message à la post-hypophyse qui va dire, par rapport à la prolactine, elle fabrique le lait est déjà fabriqué, qui va dire le lait, hop, on y va. Après, il y a l'ocytocine qui est une autre hormone, parce qu'il y a 2 hormones qui travaillent, mais c'est hyper important parce que cette fameuse hormone qui est l'ocytocine, elle, c'est l'extraction de lait en fait, c'est celle qui éjecte le lait. Mais ça donne aussi des tranchées. Est-ce que vous savez ce que c'est les tranchées? C'est pas les tranchées de la guerre, hein. En fait, ce sont les contractions qu'on a, parce que souvent les femmes, elles disent j'ai mal au ventre les 2-3 premiers jours pendant qu'elles allaitent. Les tranchées. Ça s'appelle des tranchées, et ça, c'est quand la femme allaite. Alors, plus elle a des enfants, c'est-à-dire que si vous avez 2, 3, 4 enfants, ces douleurs au niveau de l'utérus, parce que ce sont des contractions qui font que l'utérus se rétracte et reprend sa place initiale, elles ont plus mal. Donc, une première grossesse, on a mal. 2, 3, 4 grossesses, on a plus mal. Voilà. Alors, ça c'est pour les premiers jours. Ce qu'on retiendra, c'est ne vous inquiétez pas si vous constatez qu'il n'y a pas forcément une grande quantité, mais dites-vous que tout est dans la qualité. Alors, la position... Oui, mais après, il y a le montée de lait. Justement, si on reste 10 minutes sur les questions, il y a la montée de lait, elle, qui fait que vous avez une montée de lait, les seins bien tendus, bien engorgés de lait, et qui fait que pour éviter l'engorgement, surtout mesdames, mettez votre bébé au maximum au sein et à la demande. Ça tombe bien, on va parler de position. Alors la position, c'est celle qui vous sied le mieux, j'ai envie de dire. Hein. On a plusieurs positions. On a semi-assise, on a la position de la madone qui est celle-ci, hein, on a le bébé. En fait, les différentes positions font que vous êtes bien pour allaiter. Bien pour allaiter, c'est que votre bébé est bien contre vous, il vous regarde, juste face au sein, et que vous n'êtes pas complètement tordu, parce que ça ne sert à rien. Parce qu'une mauvaise position fait qu'on a des crevasses. Pourquoi? Parce que vous avez la bouche... Justement, la bouche du bébé, et le bébé, quand il va commencer à se téter, ça va être mal positionné. Mal positionné, il va faire un suçon. Et un suçon, ça va vous donner une crevasse. C'est comme une gerçure. Et ça, c'est vraiment très, très douloureux. Alors, on n'a pas besoin de crème, on n'a pas besoin du médecin, on a peut-être besoin d'une sage-femme s'il le faut, mais il suffit de bien positionner votre enfant et de le diriger tout simplement. La durée de l'allaitement, Madame Ancel. Alors, la durée de l'allaitement. On n'a pas de durée. Alors, c'est vrai que les premiers jours, les 48 premières heures, il faut compter 15-20 minutes à chaque sein. Un sein et l'autre. Pourquoi? Parce que... Il faut
Que l'enfant s'habitue. Mais non, qui stimule. La post-hypophyse, vous ne l'avez pas vu. Donc en fait, les 48 premières heures, c'est mettre votre enfant de chaque côté du sein, 15 à 20 minutes. Combien de fois par jour? Alors ça, c'est à la demande, donc il faut au moins 8 tétés par jour. Mais en fonction du poids de l'enfant, et après, justement, attendez, c'est important, parce que 15-20 minutes, une fois que la montée de lait est installée, et bien qu'est-ce que vous faites? Un sein, puis un autre. Oui. Parce que chaque repas égale un sein. Chacun. Alors ça, c'est hyper important, parce que si vous faites un peu là et un peu là, une fois que la montée de lait est installée, et bien sachez que dans votre sein, on va imager, vous avez un chef d'entreprise, vous avez une usine, vous avez une commande, et c'est le chef d'entreprise qui va stimuler, parce que plus l'enfant va stimuler la succion, plus la montée de lait se fera, plus la production de lait se fera. C'est vraiment l'offre et la demande. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous donnez un petit peu là et un petit peu là, votre enfant, il aura, alors j'image la chose, le début, c'est beaucoup d'eau. Donc, il prendra un petit apéritif, votre enfant. Ensuite, c'est un peu de salade. Et à la fin, c'est les graisses. Et c'est comme ça que votre enfant est bien nourri. Parce que si vous lui donnez un peu là et un peu là, ben, c'est comme si vous lui donnez un régime. Il ne grossira pas, il ne sera jamais rassasié et il pleurera souvent. Donc, une fois que la montée de lait est installée, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez un sein et la tétée d'après, un autre sein. Et sachez qu'une tétée en prépare une autre. C'est un process, quoi. Alors, du coup, on va revenir sur la question que j'ai posée, mais que vous avez survolée très rapidement. Il s'agit de la fréquence de l'allaitement. Oui, justement, la fréquence, c'est ce que je disais. La fréquence, le sein, c'est pas comme l'allaitement artificiel. On faisait le parallèle tout à l'heure. L'allaitement artificiel, c'est quoi? C'est quand vous faites un biberon. Un biberon, vous le préparez en fonction de l'âge de l'enfant, de l'âge journée. De l'enfant, vous avez une quantité, c'est 60, 90, 120, voilà. Et en fait, après, toutes les 3-4 heures, c'est 4 heures. Pourquoi? Parce que du lait artificiel, ça se digère difficilement. Un bébé qui est au sein, c'est différent. C'est à la demande. À la demande, s'il réclame toutes les heures et demie, 2 heures, il faut savoir que le lait maternel est très vite digéré, parce qu'il y a une certaine caséine qui fait que, voilà. Donc, très vite digéré, donc l'enfant réclame plus. Ok? Donc, minimum, il n'y a pas de minimum, c'est à peu près 8 tétés par jour, c'est toutes les 4 heures, mais s'il réclame plus, vous lui donnez, et c'est ça, l'allaitement maternel. Et on allaite pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Alors je pense que nos mères ne nous allaitent plus maintenant parce qu'on est adultes, mais vous allaitez, il y a des femmes qui allaitent jusqu'à 4-5 ans, je repense toujours aux 5 kilos, excusez-moi, quand je vois un gros bébé, maintenant je pense à Mahrez, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ma mère m'a arrêté la dernière fois. J'ai été la voir, elle m'a dit arrête de dire n'importe quoi. Ah, merci madame. Non, elle n'a pas dit que j'étais pas né à 5 kilos, je vous jure, je suis né à 5 kilos. Ah, mais je vous crois. Non, mais elle a dit arrête de dire que tu es né à 7. Parce que comme je suis un peu marseillais, donc du coup, je suis passé de 5 à 7. Puisque madame Mahrez, merci d'avoir fait un gros bébé. Pourquoi? Parce qu'un bébé qui est allaité, quand il est de petit poids ou quand il est de gros poids de naissance, eh ben, il faut lui donner un peu plus souvent. C'est pour ça qu'au début, les enfants, ils sont en train de dormir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les stimuler tous les 2-3 premiers jours. Pour éviter les hypoglycémies, un gros bébé et un petit bébé ont besoin de manger plus souvent. Un bébé de poids normal, 4-5 heures, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est les premiers jours. Conservation du lait, Madame Ancel. Alors, je parlais du conservation du lait, mais du lait maternel, parce qu'il y a certaines femmes qui ont quand même pas mal de lait. Donc, mesdames, sachez que votre lait, ou alors si vous voulez aller chez le coiffeur, ou alors si vous voulez aller faire une petite virée entre copines, on ne sait pas. Et bien, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez, une fois que la montée de lait est installée, sortir, ne serait-ce que pour vous changer les idées. Et dans ces cas-là, vous pouvez tirer votre lait, soit parce que vous en avez beaucoup, soit parce que vous devez sortir, ou vous avez envie. Et bien, on tire son lait. Comment on le tire? Eh ben, on tire son lait soit par, si vous avez, alors c'est les femmes qui ont beaucoup de lait aussi, soit parce que vous avez un tire-lait manuel, donc j'ai pas ramené tout l'appareillage, mais la prochaine fois je vous ramènerai ça, ou un tire-lait électrique. Et ça c'est hyper important. Donc ça existe quoi? Ah ben oui, ça existe. On le place sur le sein et puis... On le place, et puis soit on pompe manuellement, et ça pour les engorgements, alors si vous avez l'occasion d'avoir un tire-lait par location ou à l'achat, sachez qu'un petit manuel est suffisant. Pourquoi? Parce que si une femme a un engorgement, l'engorgement ça fait très très mal. L'engorgement c'est quand le lait se collecte. Si on laisse l'engorgement, c'est le sein très très dur, mais quand je dis dur, on dit souvent dur comme le bout de nez. Des fois il y a des placards rouges et des fois il y a de la fièvre. Donc ça c'est l'engorgement qui devient, qui peut aller jusqu'à l'abcès si on le laisse s'installer. Donc ce qu'il faut faire, c'est déjà faire téter votre bébé. Et si vous tirez votre lait, puisqu'on parlait de tirer son lait et conserver le lait, je vais répondre en 2 secondes à votre le temps. Il faut savoir que il faut savoir que il suffit de bien avec le tire-lait, vous pouvez dégorger votre sein. Voilà. Donc sachez que si vous tirez votre lait à température ambiante, et c'est pas le mettre au soleil parce que vous mettez bien sûr
quand vous tirez votre lait, vous le mettez dans le biberon. Alors si la température ambiante, alors pas directement au soleil parce que bon, bah, ça pilule de germes, hein, c'est comme si on était dans une étuve, bah, vous pouvez le laisser 4 heures. Par contre, mais à l'abri du soleil. Ouais. Si vous le mettez au frigo, alors vous pouvez laisser 24-48 heures. Il y a certaines, les Canadiens par exemple, ils disent 8 jours. Moi je dis 24-48 heures, mais dans des conditions d'hygiène quand même très importantes. Ça c'est important. Et si vous le congelez, eh ben, si c'est une armoire, ne mettez pas du côté de la porte, c'est 6 mois. Et si vous avez en coffre, c'est 1 an. Voilà. Mais sachez que le lait que vous tirez aujourd'hui et celui que vous allez tirer dans 15 jours n'est pas le même. C'est ça, Pourquoi? parce qu'il évolue. Il évolue, voilà, très très bien. Alors le lait artificiel, c'est premier âge, deuxième âge, il n'y a pas de troisième âge, hein, sachez-le. Par contre, le lait de la maman, il évolue en fonction du bébé. Et c'est dommage, si on avait le temps, on parlerait de... Non, j'allais Dites-moi. Oui, j'allais Allez, enchaîner. alors allez-y, parce que... Comment savoir si bébé a bien mangé? Eh ben, quand vous avez bien mangé, Mahrez, vous regardez votre maman, vous êtes un peu assommé, et puis vous êtes bien, quoi. Hein, c'est la À satiété. mon âge, c'est ma mère qui me regarde si j'ai bien mangé. Non, mais allez-y. Donc sachez que votre bébé, une fois qu'il a bien mangé, en dehors du côté que bah, c'est un enfant qui est bien, qui est relâché, bah, vous regardez la pesée, c'est un peu normal, parce que le premier mois, quand un bébé est allaité, il faut que une semaine, 15 jours, il ait récupéré son poids de naissance. C'est ça. Mais sachez que on le pèse, on voit son côté, et quand on ouvre sa couche, alors quand j'ouvre la couche de mon bébé, ben, je vois ce qu'il y a. Alors les premières selles, hein, vous savez ce que caca c'est? blanc? Ah ben non, ça, alors on va rentrer dans les hépatites et autres, mais ça sera pour un autre sujet. Mais simplement, il faut savoir que quand on ouvre la couche de son bébé, c'est très très important. Déjà, les premiers temps, le premier mois, hein, c'est un pipi, hein, il mouille sa couche à chaque tétée. Pourquoi? Parce qu'il avale de l'eau. On sait que l'allaitement maternel, le lait maternisé, c'est 85% d'eau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les selles, souvent les selles sont liquides. Alors on se dit, mon bébé a une diarrhée. C'est pas du tout la diarrhée. Liquide, avec des micelles de graisse. Micelles de graisse, ça veut dire que votre bébé, il a mangé jusqu'à la fin. Et si vous voyez, juste une dernière question, que votre bébé, c'est un peu vers laitue, pensez à ce que je vous ai dit, l'eau, la salade et les graisses. La salade, c'est laitue. On va arrêter là, je pense, parce que on ne va pas tout dire. Mais la prochaine fois, on continuera, je vous promets. En tous les cas, si vous avez des questions, j'ai donné mon mail la fois dernière. N'hésitez pas, parce que c'est important. Rappelez-le. Je ne l'ai pas en tête. Je vous le donnerai. Montrez juste, ça c'est soutien-gorge. Ah, ça c'est hyper important parce qu'en fait, parce qu'on est en train de préparer une chanson. Allez, vous vous préparez, allez-y. Moi, juste, on est en train de préparer une chanson que vous allez découvrir dans quelques instants. D'autres invités vont défiler, notamment Mehdi Ben Tayeb, Maya Amrani, Hiba Agal et Hakim Kesho. Dites-nous. Alors moi j'ai pris une brassière, voilà, j'ai pris une brassière d'allaitement parce que c'est important. Il faut savoir que le sein c'est très peu de muscles et beaucoup de graisse et beaucoup de tissus. Donc, ça tombe. Donc, maintenir son sein, c'est important. Et un soutien-gorge d'allaitement, c'est important parce que ça vous évite d'avoir mal au dos. Ça maintient votre poitrine et l'esthétique par la suite. Vous n'aurez pas à payer à votre femme l'esthétique pour remonter les seins, tout simplement. Non. Et surtout les femmes qui n'allaitent pas, hein, puisqu'on n'a pas parlé des femmes qui n'allaitaient pas. Les femmes qui n'allaitent pas, elles prennent une brassière, mais vraiment très très serrée, de façon qu'il n'y ait pas de stimulation, parce que vous avez compris que l'allaitement maternel, plus on stimule, plus ça monte. C'est ça. La faim appelle la faim. La fin appelle la fin. FIN avec FIM. Merci à vous. Bon, on complétera la fois prochaine. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. Et je remercie toutes ces femmes-là qui m'envoient des messages et qui... parce que, franchement, je suis ravie, mesdames. Pour la prochaine fois, essayez de retenir votre mail. Ce serait quand même plus intéressant et plus efficace. On va vous le donner. Vous demandez à Canal Algérie ou pour continuer à écrire et on vous le donnera. Je crois que c'est Afida Sacham, je sais plus. J'en ai tellement. Merci à vous. Merci. Allez, bon voyage, bon séjour. Bonnes vacances, comme diraient les gens qui... Mon fils hier qui me dit bonnes vacances, maman, je suis mon fils. Voilà, comme votre fils. Bonnes vacances, Afida. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités, Mehdi Ben Tayeb, Maya Amrani, Hiba Agal. Mais ça, ce sera juste après la dernière chanson de Triana. Avec qui? Tiens, ça tombe bien, c'est qui Mehdi? C'est lui, c'est le chanteur de Triana. On va écouter sa chanson, son nouveau clip. Mi Amor, on se retrouve juste après. Tu m'as écrit
t'as pas pris une ride depuis des années. Ah bah, ça fait plaisir d'entendre ça. Non, mais sérieux, tu fais comment? Moi, on ne voit pas pendant une semaine, on dit t'as vieilli. Non, toujours pareil, toujours. Non, mais à part que t'as maigri un petit peu. Un peu, bon. T'as maigri. Ouais, tu vois. Ouais. Non, mais sincèrement, ça me fait plaisir de voir ça parce que, bon, d'abord, je suis Triana sur Facebook, un peu comme tout le monde. Et je savais que le clip allait sortir. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le voir avec beaucoup, d'ailleurs, sur Facebook aussi. Aujourd'hui, bienvenue à toi, Mehdi. Merci. Mehdi Ben Taïeb, alias Mehdi Triana. C'est ça. Comment va le groupe? Ben impeccable, tout le monde te passe le bonjour et passe le bonjour à Canal Algérie. Alors, la première question que j'allais poser, je me disais, ça fait longtemps qu'on vous avait pas vu et je pensais que, je me suis dit, tiens, chacun a pris sa route. Alors que non. Non. Vous aviez pris la même route, sauf que c'était de l'autre côté de la Méditerranée. Exactement. Oui. C'est ça. On a bossé beaucoup à l'étranger. Oui. Et c'est bien ça. Hein, oui. Ça renforce. Et ça. C'est bien. Alors du coup, vous faites des tournées, ouais, parce que dans le même sens, hein, vous faites des tournées avec Gypsy Mundo Nuevo. C'est le neveu. Enfin, c'est les cousins des Gypsy Kings. Ah, c'est les cousins de. On avait formé un groupe qui s'appelait le Nouveau Monde Gitan, Gypsy Mundo Nuevo, qu'on a fait pas mal de concerts à Monaco, en Espagne, en France. C'est quoi? C'est qu'ils tournent en mode caravane et vous faites des premières parties, ou ils montent carrément un spectacle avec Triana une partie, nous une partie, d'autres artistes une partie? C'est une fusion entre Triana et Gypsy Mundo Nuevo. D'accord. C'est pas une question de première partie, hein. On est vraiment dans un partage de scène. C'est tout un spectacle avec des danseuses de flamenco, et vraiment c'est un très beau spectacle. Ouais. Ça vous a emmené un peu partout en Syrie. Oui, on a fait la Syrie aussi. Ah, vous avez fait la Syrie? Oui, une pensée à la Syrie. Hein. Ouais. Mais moi j'allais dire Russie. En même temps, qui dit Russie, on pense forcément aussi à la Syrie. Vous êtes allé du côté de la Russie. Là, vous venez d'un concert, vous rentrez d'un concert en Espagne. Exactement. Vous jouez le plus dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest? Chez les Catalans, chez les royalistes? On ne choisit pas. Tant qu'ils nous invitent, on est là. Alors du coup, voilà la question que je me pose. Qu'est-ce qui a changé chez les Triana d'Alger? Quand on voit Mi Amor, c'est le dernier single, c'est le dernier clip, même s'il y en aura d'autres qui vont suivre. Mais qu'est-ce qui a changé? La plume a changé, le style a changé, des musiciens ont changé, ou est-ce qu'on est resté un peu dans le même univers? C'est toujours le même style Triana, ça veut dire la musique gypsy avec les paroles algériennes et les sonorités algériennes. Et sur cet album, on a travaillé surtout sur l'acoustique, ça veut dire il y aura une batterie, des violonistes et les sonorités. Comme Mi Amor, c'est le style gypsy avec des sonorités et la chanson oranaise. Voilà. Ah, c'est bien ça. Voilà. C'est à découvrir sur Internet pour l'instant. L'album est prévu pour juillet prochain. Oui, exactement. On sait déjà le titre de l'album ou pas encore? Pas encore, non. Il y aura une douzaine de titres avec un duo avec une chanteuse espagnole, Vanessa. Et voilà. Alors, ce qui est dit et ce qu'on se disait dans les coulisses, il y a 3 singles qui vont s'enchaîner. Ouais. Ça sort vite. Mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Au fait, c'était nécessaire. Triana, c'est un groupe de scène. C'est pas un groupe qui fait beaucoup d'albums. On a 28 ans de carrière, le groupe. On n'a que 5 albums. On fait beaucoup la scène et on s'éclate sur scène. Quand on fait un album, c'est surtout pour laisser une trace, quoi. Voilà, c'est ça. Et sinon, le plaisir est plus. Le plaisir et le partage sur scène. C'est ça. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas autant de concerts de Triana en Algérie? Simplement, il n'y a pas beaucoup de concerts en Algérie. C'est ça. C'est ça. C'est fou, c'est dommage. Avant, il y avait beaucoup de concerts. C'était chaque week-end, les lundis, jeudis. Il y avait une habitude des concerts un peu partout en Algérie. Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Non, mais il y a beaucoup. C'est pour ça que la plupart des artistes algériens travaillent beaucoup à l'étranger. Pas que nous. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent à l'étranger, plus qu'ici, malheureusement. Et Inch'Allah, ça va changer. On espère toujours. Ouais. Vous avez fait un tour au Salon de la Créativité ou pas? Aujourd'hui, je compte y aller. Ah, vous y allez? Ouais, pour la clôture. Pour la clôture, vous allez voir qui sur scène? Si vous arrivez d'aller voir des concerts, d'aller assister à des concerts? À l'Opéra, oui. À l'Opéra? Oui, à l'Opéra. Ça tombe bien, à l'Opéra d'Alger aujourd'hui, 19h. Vous avez Amin Kouider, en première partie, c'est Nordin Saoudi, bon, c'est le directeur de l'Opéra, mais avant, il est chercheur, il est chercheur au CNRPH, grand artiste, interprète de musique andalouse, il avait écrit même sa propre nouba. Et donc ce soir, il sera sur une... je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il sera sur une nouba, en tout cas, il fera une nouba, je ne vous dirai pas laquelle, parce que sinon... Noubaram, je pense, c'est Noubaram. Et puis juste après, c'est Amin Kouider, 120 artistes sur scène, avec... la 9e symphonie de Beethoven, et c'est Ode à la joie ou Hymne à la joie. C'est à découvrir, c'est à 19h pile. Sinon, vous allez au Palais de la Culture, moi je vais vous dire. Si vous y allez à 16h30 au Jardin, vous allez retrouver Pigeon Voyageur.
ou sinon Oulet Hadja Marnia. Et puis le soir, Freaklen et Raina Rai en projection cinéma à 19h. Vous avez Maintenant ils peuvent venir. À 17h, vous avez Ferracé Rond-Point. Et puis en termes de conférences, ce matin, vous avez 10h, les défis de la programmation artistique. Bien, on y est. Ouais. C'est bien qu'ils nous disent où est le défi quand tu n'as pas programmé depuis des années. Et les jeunes créateurs dans le cinéma algérien, ça c'est les deux conférences, l'une à 10h et l'autre à 14h. Il y a la page Facebook des Triana. Exactement. Qui s'appelle Oreo, Triana tout. Triana d'Alger. Triana d'Alger. C'est ça. On y retrouve le premier clip, donc. Les dates des spectacles et ouais. Le prochain spectacle, c'est pour quand? C'est pour le Ramadan. Ouais. En Algérie pour ça commence à programmer. Ça commence, il y a beaucoup d'appels, beaucoup de demandes. Ouais. Ça coûte cher aujourd'hui de se permettre Triana en concert? Nous, on n'en fait pas pour l'argent, c'est surtout pour le... C'est vrai qu'on est 8 musiciens sur scène. C'est ça, ouais. Mais on s'éclate sur scène. Le plus important que... C'est de partager du plaisir, d'en donner au public. Exactement. Après le reste, c'est du bénéf. Quand vous montez sur scène, vous pensez à qui? Tu penses à quelqu'un en particulier ou... On est focus sur le truc. Sur le truc. Allez, musique. C'est ça. Sinon la famille va bien. Et toi, tu penses à quoi avant de commencer une émission? Sincèrement. Ouais. Un peu à Dieu et un peu à toutes les bêtises que j'ai faites en me disant que j'espère que je ne serai pas puni pendant une émission à dire n'importe quoi dans un métier où tu dis un mot. C'est fini pour toi. Ouais. Alors du coup, là, je te souhaite beaucoup de succès. Merci, c'était un plaisir. Et sincèrement, je rêverais de... Alors c'est peut-être moche que je vais dire, mais je rêverais de traverser la capitale et de l'avoir polluée par des milliers d'affiches de spectacles. Ouais. Que ce soit Triana, que ce soit Haïdzarour, que ce soit... En plus, il y a beaucoup d'artistes qui... C'est ça. Il y a beaucoup d'artistes qui... Des nouveaux artistes et des anciens artistes. Aussi. Vraiment qui font de la bonne musique. Non, tu rêves de rouler, de voir que ce soit Takor ou Tzaïr ou Triana. Il y avait une période où c'était ça, une période. Hein. C'est ça. Les 2000, 2001, vraiment c'était un peu partout. Il y avait Ibn Khaldoun, il y avait le Mougar, il y avait Ibn Zaidoun, le Tiana, mais bon. Peut-être ça va venir, peut-être. On dit toujours peut-être, mais... Oui, on croise les doigts. Ouais. À une certaine époque, il n'y avait pas les mêmes contraintes aussi. À une certaine époque, quand tu allais à la salle Ibn Zaidoun, tu pouvais faire moite-moite et organiser un concert. C'est ça. Aujourd'hui, tu y vas, on te dit 400 000. Ouais, c'est vrai. C'est normal. Ibn Zaidoun fait partie d'une grande entreprise et ça doit gérer des employés, ça doit gérer du matériel. Mais après, effectivement, si on veut faire émerger une nouvelle génération d'organisateurs... mais il faut laisser le privé travailler aussi, je pense. C'est ça. Ouais. Et c'est pris. Merci, monsieur. Je te souhaite vraiment beaucoup de succès. Merci beaucoup. Et vraiment beaucoup de bonheur. Et la page Facebook Triana d'Alger pour avoir plus d'infos. Et on rappelle le dernier single, celui en attendant les autres, et en attendant la sortie de l'album. Ça s'appelle Mi Amor et vous retrouverez cela et sur YouTube et sur Facebook. N'hésitez pas à aller voir et à partager. Merci encore Mehdi. Merci. Bonne chance. Vous saluerez tous les copains. Okay. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Avec qui? Avec Maya Amrani, avec Hiba Agel, avec Hakim Keshrou, tous ensemble ici sur ce plateau. Excellente matinée, à tout de suite. Souvenez-vous, nous l'avons rencontré il y a quelques années de cela. Youssef Arab, ce petit garçon atteint d'une maladie dite IMC, infirmité motrice cérébrale, était notre coup de cœur. Et après plusieurs années, on était curieux de le revoir. Et c'est ici, dans son coin préféré, cette salle de judo, qu'on l'a retrouvé, tout content. Yoyo a beaucoup évolué depuis. Le sport a carrément changé sa vie. Avec le temps, les exercices, avec de la médecine bol de 5 kilos quand même, il arrive à se retourner, il arrive à ramper. Avant, il ne pouvait pas faire ça. Depuis 4 ans, il a beaucoup progressé, alhamdoulilah. Si Youssef avait fait des progrès, c'est grâce aussi au dévouement de ses parents qui mènent ce combat auprès de lui au quotidien. La motricité elle a évolué. Surtout la motricité parce qu'il avait un problème au niveau des mains et tout ça. Maintenant, c'est-à-dire même la cuillère, le mgherfa ou la haja, il peut la tenir difficilement, mais quand même, mais avant, il ne faisait pas ça. Et il a une tablette. Une tablette, et avec son nez, Nefo, il écrit. L'activité sportive, d'après les spécialistes, est un excellent moyen de rééducation et de réadaptation pour les personnes handicapées. Malheureusement, leur admission dans les salles de sport est difficile, souvent même impossible. Je lance un appel pour toutes les salles
au niveau national et surtout local, d'ouvrir les portes pour ces enfants. Vous ne pouvez pas imaginer la joie quand ils sont sur le tapis. Cet espace convivial permet à Youssef de développer ses capacités d'échange, son langage et une meilleure estime de soi grâce à ses amis. Avant, il avait les mains comme ça. Maintenant, elles sont devenues assez normales. Et aussi, avant, il n'arrivait pas à bien marcher. Maintenant, il marche plus facilement. Est-ce que vous pensez qu'il est différent par rapport à vous? Non, pas du tout. Il est comme nous, il ne marche pas très bien. On espère qu'il va toujours s'améliorer et qu'il va monter de plus de grades au judo. Nous avons laissé Youyou en bonne compagnie, entouré d'amour et de considération, en espérant le retrouver mieux dans quelques années encore. D'un défilé à Londres. À Londres, hein. C'est cool Londres. Ouais, c'est super bien. Ouais. Bienvenue à nos invités, bienvenue Maya. Bonjour Marcus, bonjour à vous tous. Bonjour à la tribu Agal, Hiba et Horia. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci pour l'accueil. C'est votre première fois en Algérie? Ici sur ce plateau? Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. J'ai l'impression de vous connaître vous. Hein. Je sais pas, dans une autre vie, peut-être qu'on s'est connus. Si tu connais Asfoun, peut-être. Asfoun? Oui. Vous êtes le maire d'Asfoun? Voilà. Le premier rempart d'Asfoun, c'est Madame Horia Agal. En tout cas, bienvenue. Merci. On va parler stylisme et nouvelles tendances. On va parler d'un défilé aussi, que vous avez réalisé d'ailleurs à Londres. On en parlera ce matin avec Maya et ses invités, évidemment. Bonjour, monsieur Keshroud. Bonjour, monsieur. Comment ça va bien? Hier, il y a eu match foot, non? Il y a eu 8 matchs hier. Il y a eu la 26e journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Ligue 1. Voilà. Et alors? Et alors? Ça a changé? Non. C'est Constantine qui a conforté. Constantine, on m'a dit qu'ils allaient finir premier, c'est ça? Pratiquement. Ouais. Si ça continue comme ça. Parce que ça commence sur Facebook, sur les réseaux sociaux, on broque Constantine pour le championnat. Ouais, tout le monde en parle. C'est vrai qu'ils ont pris quand même une bonne marge d'avance sur les poursuivants directs. Ouais. Mais il reste quand même encore 4 journées, il y a encore 12 points à prendre. Tout est faisable encore. D'accord. Mais ils ont pris quand même un ascendant. Vous avez dit quoi, vous? Vive les Constantinois. Ben oui. Supporter du Vous avez raison, chacun devrait supporter sa région. Bien sûr. Et puis on porte une seule équipe nationale. Allez, du sport avec le match retour des U20 pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019. C'est ce samedi à 15h30. Qu'est-ce qui s'est passé pour le Milaha, juste pour savoir? Comment qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gagné. Ah, ils ont gagné. Face au Mouloudia d'Alger. C'est ça qu'on est en train de me dire. Ouais, bah, c'est face au Mouloudia d'Alger? Face au Mouloudia d'Alger, au stade du 5 juillet, c'était le big derby de la 26e journée. C'est ça, on va en parler dans quelques instants. Elle est contente, Sissi. Ouais, c'est ça. Alors, U20 pour le compte des éliminatoires de la CAN 2019, c'est aujourd'hui le match retour 3-1 pour l'Algérie au match aller. Et oui, hein, donc ça se passera donc cet après-midi sur Canal Algérie en direct. Les petits genoux se sont brillamment imposés au stade du 20 août le 31 du mois dernier. Et donc, ils jouent ce soir, cet après-midi, face à la Tunisie au stade Radès pour le match retour. On rappelle que ce sont les éliminatoires donc, de la CAN 2019 qui se déroulera au Niger, donc qui aura lieu au Niger. La phase finale aura lieu au Niger. Et le vainqueur de cette double confrontation affrontera donc au tour prochain le Ghana. Donc cet après-midi, avantage au score pour les Algériens qui se sont imposés sur le score de 3-1. Ils n'ont plus qu'à confirmer du côté du stade Radès. Ça, c'était le match d'avant. Hein. Donc ils avaient gagné 6-1. Voilà, donc cet après-midi, on croise les doigts pour les jeunes verts. Donc ce sera à partir de 15h30 sur Canal Algérie en direct. On avait amorcé le sujet. Ligue 1, 26e journée disputée hier. Bonne opération pour le CS Constantine. Eh oui, hein, donc il a franchi un grand pas vers le titre en prenant 6 points d'avance sur son dauphin, le Mouloudia d'Alger, grâce à une victoire sur le fil devant l'USMA d'Alger. Hier pour le compte de la 26e journée, qui a vu également le Nasser Hussein Dey surprendre à domicile le Mouloudia d'Alger, qui était dauphin. Hein, donc le Mouloudia qui reste quand même deuxième au classement. La bonne opération donc de cette 26e journée, c'est l'US Biskra qui a battu le Parade Athletic Club et qui a enregistre sa quatrième défaite de rang. Le carton de cette 26e journée est à mettre à l'actif de l'entente de Sétif, large vainqueur de la Lanterne Rouge, l'USM Blida, sur le score de 5-1. Les résultats complets à l'issue de cette 26e journée: le Chabab Riadi de Belouizdad tenu en échec à domicile, un but partout par la GS Kabylie, l'Olympique de Médéa qui s'est imposé 2-1
2-0 face au MC Oran, le CS Constantine qui s'impose 2-1 face à l'USMA. Belabès battu par la Saoura 1-0. Sétif qui s'impose 5-2 face à Blida. L'US Biskra qui bat le Paradou 1-0. Al-Harrach battu par le Difatej Nantes qui compromet ses chances de rester en Ligue 1 sur le score de 2-1. Et puis enfin, Mouloudien d'Alger battu 2-1 par le Nasser Hussein Day au classement. Le CSC en tête avec 49 points, suivi du Mouloudien d'Alger, deuxième 43. La GS Saoura est troisième qui remonte sur le podium avec 42 points au bas du classement. C'est pratiquement fini pour Blida qui est mon dernier avec seulement 19 points, suivi de l'USM Al-Harrach avant-dernier 25 points et Biskra qui reste quand même 14e avec 27 points. Et on rappelle que la Ligue 2 ça n'a pas joué, ça a été reporté à la semaine prochaine pour raison de l'incapacité pour raison de gérer donc, les 8 matchs en même temps et à la même heure. Il fallait jouer les 8 matchs en même temps et à la même heure? Ah bah oui, puisqu'il reste à peine 4 journées, donc là il y a des calculs. C'est pour éviter... lutter contre les fraudes et les matchs truqués. Exactement. Ah bah ouais, il y a du Bernard Tapie dans l'air. Hein. Alors, basketball avec les résultats de la 3e journée des playoffs et de la division nationale A chez les dames, disputée hier. Voilà, les Hussein Day Marine qui se sont imposés sur le score de 70-51 devant le MT Sétif. L'OCI Alger qui a été battu par le groupement sportif des pétroliers sur le score de 91-39 au classement. Les pétrolières sont en tête avec 6 points, suivis de Hussein Marine Day, Hussein Day Marine, voilà, avec 6 points. MT Sétif 3e avec 4 points et l'OCI Alger est bon dernier avec seulement 3 points. Les deux premiers à l'issue de cette phase disputeront les finales du championnat en 2 manches gagnantes. On termine par le volleyball. Bah oui, 4e journée. Comme ça, on laisse la parole à notre ami. Donc avec les résultats et classements à l'issue de la première journée du 4e tournoi. Oui. Vous n'êtes pas obligé de vous étouffer, vous avez le temps. Non, pas du tout, pas du tout. Tranquille. Hier, vendredi, le groupement sportif des pétroliers a battu le Wydad de Béjaïa 3-7-0. Le RC Béjaïa a été battu par le NC Béjaïa 3-7-0. Et le Nerchlef s'est imposé devant le MB Béjaïa 3-7-1 ce samedi à partir de 10h. Le WAP de Béjaïa sera face au Nerchlef à partir de 10h. Le NC Béjaïa face au groupement sportif des pétroliers à midi. Et enfin, le MB Béjaïa face au RC Béjaïa à 14h. Les pétrolières là aussi sont en tête de ces playoffs de volleyball national 1 dame avec 20 points, suivi du MB Béjaïa 2e, le NRCHF 3e et le WAP de Béjaïa est bon dernier avec seulement 0 points. Le premier à l'issue de la phase des playoffs est sacré champion d'Algérie 2017-2018. Merci à vous. C'est moi. Merci beaucoup. Il y a un match aujourd'hui? Oui, à partir de 15h30, Algérie-Tunisie, match retour des éliminatoires de la CAN 2019. Sur quelle chaîne? Canal Algérie, et normalement la chaîne nationale. À partir de 15h30. Commenté par Hakim Keshroud d'Ahmed Laribi. Ah ouais, vous parlez de vous-même à la 3e personne? Bah oui, vous me demandez qui va commenter, Hakim Keshroud présente. Ben oui. Ah ouais. Vous aimez le chocolat, hein? Ça rappelle cette phrase, moi. Ouais. Enfin, ça m'arrive. Ouais, il y a des jours. Allez chercher J'aime le chocolat, vous allez comprendre qu'il l'a dit. Alors du coup, c'est très bien, merci à vous. Maya Morani. Oui, merci. Vous aimez le foot, vous encore? Olia, vous aimez le foot? Oui. Vous habitez où d'abord? Quand il s'agit de mon pays, oui. Voilà, l'équipe nationale. Ah oui, c'est à 100%. Vous vivez où, Olia? Pardon? Vous vivez où? À Marseille. À Marseille. Ah, je chantais bien. Vous sentiez la Méditerranée, mais en même temps, vous sentiez que vous étiez de l'autre côté, pas plus là-bas qu'ici. Avec votre fille? Oui. Vous êtes avec maman? Avec maman. Eh ben, c'est très bien. Et aujourd'hui, on va parler de l'univers des Agal avec vous. Voilà, exactement. Nous avons Hiba Agal qui nous vient de loin. Marseille, bon, c'est la porte à côté, je vous dirais. Mais elle est, le cœur est ici. Ouais. Le cœur est ici, le corps est là-bas. Et ma foi, elle arrive toujours à penser à l'Algérie, aux traditions algériennes, aux rituels algériens. C'est magnifique. Et puis la maman qui encourage et qui accompagne, bien sûr, par ses conseils. La maman est de Asfoun, vous me disiez tout à l'heure. Donc, vous êtes quand même imprégné par la région déjà. Oui. Et Hiba, vous avez transmis cela à Hiba. Voilà. Et Hiba fait dans le style berbère, le style mais moderne, ce qui fait plaisir d'ailleurs. Oui. Alors Hiba, vous êtes donc parmi nous. Vous avez fait la Fashion Week en Angleterre, à Londres. Donc moi, j'ai une marque de prêt-à-porter de haute couture qui s'appelle Caraverano. Oui.
donc une marque Made in France. Et j'ai souhaité donc créer une collection, ma première collection, qui est prénommée Ziri. Et j'ai souhaité préparer cette collection et la présenter à Londres pour leur montrer le patrimoine algérien et leur présenter la culture à travers cette collection. Tout à fait. Alors, vous avez commencé très jeune dans le stylisme. À 24 et ans. Avec 24 ans. À 24 ans. 24 ans. Vous veniez de terminer vos études. C'est ça. Alors en fait, de base, j'ai un baccalauréat scientifique. Ensuite, j'ai fait 2 années de faculté économie et gestion et droit. Et en descendant ici en Algérie, j'ai fait un petit stage de couture pour... Une formation. Une petite formation pour Oui. compléter, pour faire quelque chose. Et c'est de là que tout a démarré. C'était sur la Côte Blanche, ici à Alger. D'accord. Et en fait, vous étiez passionnée déjà parce que vous aviez une tante. Et j'ai ma tante qui est styliste ici à Alger. Oui. Et j'ai toujours apprécié l'art depuis mon enfance, sachant que pour moi, le stylisme, il y a un côté artistique. Il y a toujours une expression de l'art à travers les vêtements. Et mon père est peintre, donc, et depuis petite, voilà. Je baigne dans l'art depuis petite, et ça s'est développé comme ça. Et, Tout à fait. On est toujours attiré par l'art quand on vit dans l'art et qu'on grandit dedans. Alors, on a des images aussi, des images de votre défilé. Oui, qui a eu lieu quand? Le 16 février passé. C'est tout récent. C'est tout récent. Et alors, la maman, qu'est-ce qu'elle en pense? Je suis fière d'elle. Vous êtes fière. Tout ce que j'ai à dire. Vous l'accompagnez aussi dans la couture, vous l'accompagnez dans les idées. Partout, dans les idées, partout. Je suis même partie avec elle à Londres. Oui. D'accord. Oui, j'y étais. Et vous avez préparé aussi le défilé avec Hiba. Oui, toujours derrière elle, là, toujours. Voilà, à côté d'elle et derrière la maman qui soutient la fille. Soutient vraiment. Tout à fait. Et puis même pendant la confection des créations, elle a fait des petits pompons, genre comme celui-ci, que j'ai sur la veste. Des pompons. Alors vous avez une veste justement très originale que vous avez créée vous-même. Vous nous la montrez un petit peu, vous pouvez vous lever. Il n'y a pas de problème. Comme ça on va voir. Voilà, vous allez voir Mahrez, le dos. Ah, je vois. Le dos, regardez. Ah ouais, c'est... C'est une création vraiment. C'est sa création. C'est ça. C'est assez original. C'est le côté contemporain avec la petite touche berbère traditionnelle et ils adorent ça à l'étranger. Les petits côtés. Mais bien sûr. Entre la culture. Voilà. Et ça permet quand même d'utiliser et le jean et en même temps les accessoires berbères. Ça montre ses origines, voilà. Exactement, à travers son style. Voilà. À travers le style, exactement. Tout à fait. Alors je ne sais pas si c'est un sujet qu'on doit voir ou si c'est des images, Mahrez. Oui, les images sont prêtes, on y va. Voilà. Est-ce qu'on peut on va avoir un peu une idée de votre... Voilà, le travail. Vous pouvez commenter, vous pouvez en parler. Je porte un tissu, ça s'appelle une fota, c'est ça? Fota c'est kabyle. vous, ça, la première. Exact. Tout à fait. Ça, c'est le modèle Awa. Ça prend le nom de ma tante qui est couturière. C'est en honneur. Hawa. Je l'ai appelée Hawa. Très bien. Voilà, donc on voit là que c'est un modèle assez particulier. Il y avait un côté pancho et un côté une veste classique. Oui. Donc ça, c'est un sweatshirt également que j'ai créé. On voit pas trop sur la photo, mais il y a des petits motifs berbères dessinés sur le côté. Sur le côté. C'est urbain berbère. Oui. Vous avez écrit quoi dessus? Cara? Cara, c'est le nom de la marque, Cara Verano. Ah bah oui, Cara Verano, c'est vrai. C'est juste à côté. Voilà, c'est ça. En biais, tout à fait. Cara, c'est issu du latin, étant donné que le français est issu du latin, donc je voulais du Made in France. Oui. Cara veut dire tout ce qui est rare et précieux, et Verano, spiritualité et vérité. D'accord. Et là, donc c'est une tenue aussi. Alors il y a de la mousseline. Il y a de la mousseline en dégradé jaune avec tout le haut qui est en velours, avec des tissus fota sur les côtés et aussi des tissus fines, les petites décorations berbères. D'accord. Avec mon modèle qui est. C'est Léa, c'est mon modèle officiel. Je l'emmène un peu partout avec moi. C'est votre modèle? C'est mon modèle. C'est mon mannequin. Je l'ai pris de Marseille à Londres. Très bien. Le mélange du jaune, du blanc, du noir, c'est joli. Ça c'est très joli aussi. On voit mieux la veste, là. Elle est... Donc là, c'était au Waldorf Hilton. C'est un lieu prestigieux à Londres. Oui. Où on a fait ce défilé avec l'organisation El Fauda. C'est bien ce mélange fota, mousseline, jean. C'est une bonne idée. C'est vraiment, ça fait bien. En tout cas, ça fait habillé et original. Ça, c'est le modèle Horia. Donc, Horia, ma maman, c'était en son honneur. Voilà.
On voit il y a une cape ornée de perles avec une capuche, un petit chemisier à l'intérieur avec toujours des défis fines et un pantalon qui part en évasé vers le bas. D'accord, c'est un pantalon, je pensais que c'était une jupe, oui, d'accord. Croisé. Croisé, hein. D'accord. Et là, c'est comme le fauta. C'est comme le fauta, mais c'est un peu plus épais. Oui. Et toutes les matières qui ont été utilisées pour la collection avec les touches berbères, c'est vraiment des tissus qui viennent d'ici, d'Algérie, pour donner de l'authenticité à cette collection. Tout à fait, mais ça fait beau, c'est original aussi. Franchement, vous avez une touche assez particulière. Merci. Ça fait quand même... Donc voilà, là c'est un tissu typiquement berbère. On retrouve ce tissu dans toutes les couleurs. On fait les djebas kabyles avec ce tissu-là. Oui. Et toujours le fauta. Toujours la petite touche fauta que je trouve colorée. J'adore ce tissu-là. Et puis en Angleterre, il fait un peu gris. C'est une très très belle ville. Donc mais il fait les gris. couleurs, c'est bien. Donc on leur apporte des couleurs, ils étaient très surpris. Tout à fait. Ça illumine. Hein. Exactement. Et là, on voit les pompons que ma maman a faites de ses petites mains. Voilà. Qui orne toute la jupe. Là aussi, une très belle tenue. Ça, c'est une combinaison avec une cape. C'est brodé ou c'est du ruban? C'est du tissu fine que j'ai brodé sur le vêtement. Oui. Et ensuite, la petite cape qui est derrière, enfin la traîne, est en mousseline. Ah. Voilà. C'est beau aussi. Berbère, tribal. Vous arrivez à bien allier les couleurs, les tissus. C'est bien, c'est beau. Ça change, ça nous change, hein, Hakim? Ah, oui. Ça change Alors là, c'est une robe de mariée? Ça, c'est une robe de mariée. Très jolie aussi. Avec le côté toujours kabyle, mais avec des... Voilà, la marque. Voilà. Une robe de mariée. Oui, ça fait... Oui, ça change. Ça change des robes classiques. Alors quand ça commence avec c'est différent, quoi. Oui. Mais elles ont été perçues comment vos créations? Ils ont apprécié. Alors surtout les robes de mariée, sachant que en fait, en France ou à l'étranger, ils aiment pas trop les robes classiques de mariée. Ils aiment bien quand ils sortent un peu du lot et être original, ne pas faire comme tout le monde. C'est ça. Ils aiment bien se différencier. Vous avez déjà habillé des mariés? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça va venir. Ça va venir. Donc Cara Verano, s'il vous plaît. Eh ben oui. Ouais. Et donc là, vous vous apprêtez à faire aussi un défilé en Algérie? Inch'Allah, oui. Inch'Allah, c'est votre projet? C'est mon projet de faire des défilés ici sur Alger. Ouais. Et surtout, en fait, je souhaite développer le produit partage avec cette marque, qui sera même l'identité de cette marque, c'est-à-dire qu'un vêtement vendu déclenchera un don. Ça sera compris dans le prix du vêtement. Ah, très bien. Et bon, je ferai donc des partenariats avec des associations, que ce soit dans l'humanitaire, dans la santé ou la scolarité. Et je prendrai toujours des associations locales. C'est-à-dire que si j'ouvre un magasin ici en Algérie ou que je vends en Algérie, je prendrai en partenariat donc des associations locales d'ici d'Algérie pour aider les associations algériennes. Si je suis en France, je ferai la même chose en France, aux Émirats, aux États-Unis, etc. Vous avez déjà fait un défilé en France? En France, oui, un petit défilé. Oui, à Marseille? À Marseille. Oui. Mais c'est vrai que j'ai démarré, j'ai tout de suite fini mes études. Dans la foulée, j'ai créé la marque Cara Verano et je suis partie directement à la Fashion Week de Londres. Très bien. Et là, certainement, vous vous êtes épanouie parce que Londres, ils sont très assoiffés un petit peu de tout ce qui est... Ah, c'est la capitale de la mode. Hein. Oui, voilà. La capitale de la mode. Et non seulement ça, un peu l'exotique, un peu tout ce qui sort de leur milieu, de l'ordinaire. Ils aiment bien... Tout à fait. Et j'ai fait donc, pendant mes études, un stage à Manchester, à la ville de Manchester, avec une styliste de la marque Little Hill People. Oui. Et donc, je lui ai fait plusieurs robes. Et une de mes robes a été vendue à une actrice hollywoodienne qui a joué dans Les Animaux Fantastiques. Ah, très donc bien. Ça, c'était un honneur pour moi. C'est vrai. Oui, bien sûr. Voilà. Et un honneur pour votre compte en banque. Exact. Aussi. Ça commence à marcher pour elle? Voilà. Ça va. Ça va pour le moment. Vous êtes un peu le critique? C'est vous qui dites attention à ce que tu fais, attention. C'est le manager. Ouais, c'est bien ça.
C'est la première qui critique. Bah oui, mais c'est la sagesse, elle vient de nos anciens. Sort de la bouche de la maman, parce que la maman, elle fait attention à tout ce qui concerne sa fille. Tout. Et puis, vous êtes aussi dans la broderie, dans les idées couture. Là, la veste, c'est les pompons et tout, c'est fait par la maman. Alors, si vous voyez le fota, c'est des pompons mieux que... des super beaux pompons. D'accord. Arrondis. Et donc, le papa, comme je vous l'ai dit, est artiste peintre. Et il participe dans mes collections quand, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait donc une collection un peu urban style, ce qui est très apprécié à l'étranger pour les jeunes. Et donc, il a fait des tags sur mes t-shirts et j'ai fait un shooting ici à la Casbah d'Alger. Avec les modèles. Ah, très bien, très bien. Et les bijoux, Kendo? Les bijoux, ça s'achète dans les magasins. D'accord, je pensais que achetés à Marseille. Vous avez fait appel à une créatrice ici, parce que nous en avons des artisanes qui font vraiment des bijoux magnifiques. Et vous pouvez toujours travailler avec elles, prendre contact avec elles et puis faire des bijoux qui vont avec les tenues que vous allez faire et pour votre prochain défilé en Algérie. Ça va être pratique pour vous, plutôt que d'acheter les bijoux à l'étranger. Et puis de prendre du local, c'est très bien. Prendre du local, voilà, tissus, bijoux et mannequins, bien sûr. Et mannequins, bien sûr. Nous avons de très jolies filles. Très jolies filles, j'ai regardé des défilés qu'il y a eu récemment et j'ai été surprise avec des caracous, c'était super joli. Voilà, beaucoup plus le traditionnel. C'est ça. Vous avez une boutique en ligne? Alors j'ai un site internet www.caraverano.com où j'expose un petit peu mes travaux, mes créations. Pour le moment, ce que je suis en train de faire, c'est que je participe à un concours sur Marseille avec l'UPE 13, Make the Choice. Donc j'ai réussi à passer le premier tour, j'ai fini deuxième sur 130 candidats. Ah, c'est bien ça. Et beaucoup d'Algériens qui ont voté pour moi, donc je vous remercie tous. Et donc là, c'est un organisme pour nous aider, nous les jeunes entrepreneurs, à créer notre entreprise, à nous soutenir dans cette voie-là. Mais c'est quoi, à court terme, c'est d'avoir une boutique aussi ou c'est de rester exclusivement e-commerce? D'avoir une entreprise. Et ensuite, pour le moment, j'ai envie de faire du e-commerce pour toucher un petit peu l'international. Oui, mais quand vous dites entreprise, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est avec des couturières, avec des... Exactement. D'accord, un vrai atelier, un atelier complet. Voilà, tout à fait. Et donc après, m'implanter, faire des boutiques... Caraverano. Et le papa dans tout ça? Donc le papa, il participe, comme je vous l'ai dit, sur les t-shirts. Il fait des tags, etc. D'accord. Il donne beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'imagination. Mon papa a exposé à Saint-Tropez. Et il expose actuellement à Marseille dans des brasseries, le Pichet, l'Embarcadère, sur Marseille. Mais il expose quoi? Ses peintures. Ses œuvres d'art. Ah oui, non, j'ai raté cette partie. Ah d'accord. Et il ne fait pas seulement la peinture, il fait un peu de tout, quoi. Un peu de tout. Un peu de tout. Vous êtes une famille d'artistes, Ah oui, c'est ça. Vous avez combien d'enfants en tout? 3. J'ai 2 filles et un garçon. Et les 2 autres, ils font quoi? La grande, elle fait la coiffure. Ah ouais, quand même. Donc elle est artisane, elle aussi. Déjà, oui, c'est un art aussi. Oui, d'ailleurs, moi, j'étais enseignante et quand j'enseigne ici en Algérie, c'est-à-dire si j'ai un dessin et tout, je dessine. Je fais même la couture, mais pas assez comme ça. Vous étiez enseignante de quoi? Elle est spécialiste en art culinaire, la maman. Aussi, je vous le garantis. Oui. Voilà. Donc j'étais sûr qu'il y en avait un petit peu là-dedans. Donc un art culinaire, parce qu'il y a les gâteaux, les... Et le garçon, il fait quoi? Les bûches de Noël et tout ça. Et le garçon, il fait quoi? Le garçon, pour le moment, il a des projets à faire. Il travaille, ça. Il est jeune, il a 28 ans, mais il a des projets à faire. Mais pour l'instant, il travaille tout simplement. Mais c'est un vrai travail, quoi. Ah oui, donc vous étiez axé art, quoi. Qu'est-ce qu'il ferait dans le... Mais vous savez, travailler est un job, madame. C'est une occupation, c'est une voie pour la réussite. C'est dans les veines, tout ça, c'est dans les veines. Vous êtes une famille de bosseurs, quoi. Ah voilà, tout ça. Vous êtes où à Marseille? À Marseille, c'est... Burel. C'est où ça? C'est dans le centre. C'est dans le centre? Centre en ville, en plein centre. C'est bien, vous êtes heureuse? Ah oui, ça vous plaît, c'est pas loin de l'Arc de Triomphe de Marseille. Exact. Voilà. Et ça ressemble un peu à Alger. Ça ressemble à Alger, c'est ce que j'allais dire. Vraiment, c'est pas loin de la Canne. On se croirait en Algérie. Tout à fait. C'est vrai, on n'est pas très dépaysés à Marseille. C'est juste le côté de la Méditerranée. C'est à cause de moi, parce que j'aime pas habiter à Paris, j'aime Marseille parce que ça ressemble trop à Marseille. À Alger, c'est ça. C'est pour ça. Vous vouliez garder
C'est ça. La Méditerranée, Tout à fait, et puis un tout à passage rapide, quoi. Voilà. 3/4 d'heure, t'es à Alger. Ça, c'est Eh ben oui. Il y a le bateau, il y a les deux, comment dire... En plus, il y a l'avion et le bateau. même la vue sur Notre-Dame de la Garde. On a l'impression que c'est Notre-Dame d'Afrique. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ça ressemble. Bonne chance en tout cas sur Internet, Facebook, Instagram et autres, ça s'appelle Caraverano. Tout court. Tout court, Caraverano. Merci à vous. Faria, Oui. à bientôt. Merci. Prenez soin de vous. Hein. Inch'Allah, voilà, merci. Chaque fois qu'on se reverra, Inch'Allah. ce sera Inch'Allah, une on vous joie. invitera la prochaine fois pour l'art culinaire. Voilà. Et Pour les conseils. Hiba Gal a également été avec nous ce matin. Merci à vous, Merci, Maya. Raphaël. Merci, Hakim. Camarades, prenez soin de vous. Ciao, à demain.